Comment se portent les startups à impact en France? Voilà le thème de notre débat. J'accueille Jean Moreau, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Phoenix et président du jury Impact 40-120. Flora de Pernay, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, vous êtes directrice de cabinet au mouvement Impact France. Bon, vous avez été lauréat l'an dernier, Oui. et vous êtes président cette année. C'est quoi? C'est une sorte de passage de relais? C'est un passage de relais, tout à fait. Déjà, je suis content que cet indice existe. C'était un peu une intuition et c'est moi qui étais à l'impulsion de la chose, donc je suis content de voir que ça rencontre un succès. Effectivement, les entreprises qu'on labellise doivent avoir moins de 10 ans. La mienne, en l'occurrence, en a 11. Ouais. Donc je suis disqualifié. Je ne suis pas invité. On fait partie maintenant des dinosaures de l'impact. Ouais, bah oui. Et donc on a basculé de l'autre côté, de candidat à jury. Et donc j'ai eu la chance de présider un magnifique jury, avec des gens comme Brune Poisson, Elisabeth Moreno, Frédéric Mazella. Donc des beaux noms qui rassurent, qui inspirent et qui ont vu passer beaucoup de boîtes. Ouais. C'est difficile de choisir? De choisir, oui. En fait, il y a maintenant, Flora le dira, mais il y a presque plus de 1500 startups à impact. Donc quand on en sélectionne 120, ça fait un entonnoir qui commence à être assez sérieux. Donc c'est une bonne nouvelle qu'il y ait pas mal de candidats. Pourquoi cet indice, il vous semble important? Pourquoi il a fallu le créer, d'après vous? Pour plein de raisons, mais la première, c'est évidemment, on connaît tous le CAC 40, qui réunit les 40 plus grosses entreprises françaises. Il y a aussi le SBF 120, qui est son petit frère pour les startups, pour les entreprises un peu plus petites, mais les boîtes cotées. Et ensuite, l'écosystème de la tech, du digital, sous l'impulsion de la French Tech il y a quelques années, a créé en miroir un indice qui s'appelle le Next 40 et le French Tech 120. Et qui a vocation à dire, dans les startups digitales à impact, les Doctolib, les Blablacar, voilà les 40 qui, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, seront peut-être le futur CAC 40. Et nous, on s'est dit, il manque ça dans l'impact. Et donc, on veut identifier, suivre et faire grandir les 40 et 120 prochaines pépites de la Tech for Good, de la Climate Tech, et donc mettre en avant, valoriser et rendre crédibles ces startups-là. Ça veut dire, Flora de Pernay, qu'elle passait un petit peu sous les radars, notamment des financiers, On peut le voir un peu comme ça, effectivement. Nous, on est persuadés que ce qu'on ne compte pas ne compte pas. Et donc, si à un moment donné, on n'a pas un indice de référence qui permette de crédibiliser à la fois la solidité économique de ces entreprises à impact et leur impact positif, ce qu'elles génèrent comme coût évité ou comme effet positif pour la société, ça ne permet pas de rendre visible l'importance de ces entreprises auprès des financeurs, effectivement, des investisseurs, mais aussi de la puissance publique, parce que le mouvement Impact France, on est le premier mouvement qui réunit les entrepreneurs, dirigeants qui pensent différemment et qui pensent notamment que la transition est un enjeu stratégique de résilience, de robustesse de nos économies. Et pour ce faire, il y a besoin d'accompagner les pionniers. Donc il y avait vraiment un enjeu, effectivement, de faire passer à l'échelle la manière dont on regarde ces entreprises. Comment ils sont sélectionnés, les lauréats, les lauréates de cet indice? Est-ce qu'il y a une grille de lecture que vous avez imposée au jury, Flora? C'est vrai qu'on a imposé au jury. Effectivement, on a réfléchi. On a eu la chance de mettre autour de la table une belle coalition d'acteurs. D'abord des experts, je dirais, de l'impact, des acteurs comme Ticket for Change, Make Sense, Pulse, des acteurs qui, je dirais, ont été les premiers à identifier les outils, les critères de mesure d'impact, etc. Et puis, par ailleurs, France Digital, BPI, le Hub notamment, qui viennent aussi crédibiliser la dimension innovation, parce que c'est aussi ça au cœur des lauréats Impact 40, c'est l'innovation de rupture. Et on a ensemble choisi des critères de ce qu'on estimait être important pour identifier ces startups. Donc on a la croissance, la robustesse économique, le montant des levées, le chiffre d'affaires des entreprises. Et d'autre part, on regarde si l'entreprise répond bien à un ODD, répond bien à une problématique écologique ou sociale, et si elle permet des coûts évités. Comment elle se porte? On en vient à la question centrale de notre débat, ces startups à impact. Elle se porte bien. En tout cas, il y a une tendance de fond qui est qu'il y a de plus en plus de talents qui rejoignent ces entreprises-là. Donc ça, c'est quand même un atout, parce que recruter les meilleurs, c'est ce qui compte à la fin. Il y a de plus en plus de fonds d'investissement qui se dirigent vers ces entreprises-là. Après, comme tout le monde, les temps sont durs. L'environnement économique est dur pour les entreprises et pour les startups, et aussi pour les startups à impact. Est-ce qu'elles ont plus de mal à lever des fonds? Parce que j'en reviens à la question. Parce que ça s'est un peu calmé sur les levées de fonds. Est-ce que c'est vrai
un peu plus ou un peu moins pour les startups à impact? Je dirais plutôt un peu moins. Un peu moins. Et notamment, on y vient après sur le mapping, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a plus de 8% de levée de fonds qu'en 2023 pour ces entreprises, et qu'en total, elles ont levé près de 11 milliards depuis leur création. Donc c'est une tendance qui est plutôt à la hausse comparée au reste de l'écosystème tech qui est plutôt en stagnation aujourd'hui. Il y a plus de femmes, il y a plus de jeunes. Il y a plus de femmes, ça c'est une bonne nouvelle. 53% des entreprises lauréates ont une femme parmi les cofondateurs, cofondatrices. Donc ça c'est quelque chose qui distingue aussi de la tech plus traditionnelle où il y a plutôt un univers assez masculin. Et après, les secteurs qu'on voit émerger sur l'impact, c'est la mobilité, l'énergie, l'économie circulaire, enfin, du classique. Mais je pense que voilà, il y a la grosse tendance de l'IA, l'intelligence artificielle, qu'on voit bien venir. Et à côté de ça, il y a un deuxième pan d'avenir qui est réparer la planète, reconstruire du lien social. Et là-dessus, on a un boulevard parce que c'est le début d'une révolution. Quand vous avez créé Phoenix, vous auriez aimé avoir un... J'aurais aimé que ce soit... J'aurais aimé pas être... un label comme celui-là et vous sentir moins seul, quoi, c'est ça? Tout à fait. J'aurais aimé pas être trop en avance de phase et arriver avec du vent dans les voiles. Et typiquement, ce genre d'indice, c'est très important pour crédibiliser les entreprises. C'est un label de confiance quand on veut lever des fonds. Quand on veut attirer des talents aussi, avoir le petit badge Impact 40, ça pèse. On se dit, l'entreprise a été screenée par un jury de 15-16 paires d'yeux crédibles et acérés. Donc, c'est du solide. Donc, je peux y aller, y travailler. La boîte ne va pas déposer le bilan dans les 6 mois. Ou je peux investir des fonds parce que c'est du costaud. Et donc, il y a ce mapping auquel vous faisiez allusion, Flora de Vernay. C'est la 5e édition du mapping des startups à impact. Alors déjà, j'ai une question assez générale et presque plus politique qu'économique, mais enfin les deux sont liés. Il y a ce climat de backlash alors généralisé, je force le trait, mais enfin bon, quand même, quand il y a l'économie américaine qui rentre dans le backlash, quand il y a le résultat des dernières élections européennes avec le coup de frein donné par la Commission, est-ce que ça se ressent aussi dans la santé générale des entreprises à impact ? C'est une très bonne question. Ce serait faux de dire qu'on ne le ressent pas du tout. De fait, on sent que les entreprises, mais en fait l'ensemble des entreprises, on ne sait pas que les entreprises engagées ou à impact, l'ensemble des entreprises attend, et dans une instabilité réglementaire. On voit les allers-retours autour de la CSRD au niveau européen. Donc en fait, cette instabilité-là globale, politique, économique, etc., ne permet pas un climat serein pour la croissance de nos entreprises. Sur l'écosystème des entreprises engagées, je dirais qu'on a une vigilance, c'est de ne pas créer une prophétie auto-réalisatrice. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de backlash, aujourd'hui on ne le ressent pas vraiment, et à force de nourrir ce récit-là, il y a un risque qu'on fasse des choix et des choix stratégiques qui le seraient... Je me mets dans la tête d'un investisseur qui, à force d'entendre parler de backlash un peu partout, se dit non, je vais arrêter d'investir dans une entreprise à impact. Exactement, et ce qu'on constate à travers le mapping et les chiffres du mapping, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas par rapport à 2023, qui était la date de la dernière édition du mapping, en fait, il y a plutôt un écosystème qui, au-delà de se consolider, se renforce et même en croissance. Et on le voit sur notamment le niveau de maturité, on y reviendra, mais voilà, le niveau de maturité des startups, sur aussi la capacité à générer de la confiance auprès des acteurs politiques. Les entreprises à impact aujourd'hui font vraiment partie de l'économie. Véronique Louwagie, la ministre des PME, de l'artisanat, était présente à la soirée de révélation des lauréats Impact 40. Donc tout ça consolide en fait peut-être un choix stratégique qu'on a à faire au niveau français et européen, de se dire quelle place pour les entreprises engagées. Alors, donc je vais inverser la question. Allez-y. Non, mais il y a quand même des conséquences très directes. Pour être clair, j'ai un ancien de chez Phoenix avec qui je discutais hier, qui est parti dans une start-up qui fait un outil de suivi du reporting CSRD, dont on parle justement, qui est en pleine levée de fonds. Et les offres ont été retirées, et donc ça s'est traduit par un plan de départ. Oui, parce que l'Europe retarde l'entrée en vigueur du bilan extra-financier. Exactement, et donc on se dit, c'est pas le bon time to market, comme on dit, c'est pas maintenant qu'il faut investir là-dedans. Donc, mais si on essaye de positiver, parce que nous c'est notre objectif ici aussi, vous vivez une tendance de fond, malgré les difficultés, malgré etc., ou vous dites quand même attention? Non, ça va dans la bonne direction. Nous, on s'est lancé en 2014, donc il y a pas mal de temps. Tous ces sujets-là étaient ce qu'on appelle du nice to have en anglais, c'est-à-dire c'est des sujets dont on s'occupera quand on aura un peu de temps, des ressources et de la bande passante. Et aujourd'hui, on voit que ça remonte progressivement dans l'agenda stratégique et ça passe de nice to have à must have. En tout cas, on ne peut plus le traiter en bas de la pile ou sur le côté.
Ça ne peut plus être relégué à une fondation ou une direction RSE, ça revient vraiment au centre de décision et chez les directeurs généraux, directrices générales. Il nous reste 1 minute 30, donc je termine avec cette maturité des entreprises à impact dont vous parliez. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Quels sont les indicateurs un peu clés de cette maturité ? Cette année, on a ajouté un critère, c'est celui de l'analyse justement de la maturité commerciale des entreprises. Et on constate qu'il y a 54% des startups impact françaises qui sont vraiment à une phase de production standardisée. Donc on n'est pas du tout sur des entreprises qui sont à des stades de projet, d'innovation, etc., mais sur des boîtes qui sont très matures. Et on a 18% de ces startups à impact en France qui sont à une phase d'internationalisation. Et donc ça, c'est hyper important. Et il y a besoin là maintenant de les accompagner, que la puissance publique les accompagne vraiment dans ces phases de croissance, parce que c'est comme ça qu'on pourra montrer aussi un modèle à la française de l'impact. Ouais. Et peut-être moi, un dernier signal faible qui m'intéresse, c'est que je constate qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs aguerris, ce qu'on appelle des repeat entrepreneurs, qui après avoir créé une première entreprise dans la tech traditionnelle et avoir connu un succès, ce qu'on appelle un exit, lancent une deuxième boîte dans l'impact. Donc je pense à Aurélien Demeaux, qui est à la tête d'Electra et qui avait fondé Cheers avant. Je pense à Marc Batty. Je prends des notes parce que je vais les inviter très vite. Marc Batty, qui était chez Dataiku, un gros success story dans la data et qui maintenant lance quelque chose qui s'appelle Ferme Envie. Donc voilà, ça c'est un très bon signal que des gens qui ont déjà vu le film, viennent reproduire ça dans l'impact. J'en ai déjà reçu quelques-uns. Effectivement, il y a un mouvement qui est en train de s'amorcer dans ce sens-là. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Smart Impact. À bientôt sur Bismart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup, justement, Startup Innovation, Startup à Impact. Tout ça pour ça.